Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Valérie Rabault, bonjour. Bonjour, Frédéric Eza. Alors après la forte mobilisation jeudi des syndicats contre la réforme des retraites et à la veille de la présentation du texte demain lundi en Conseil des ministres, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, assure ce dimanche dans le Parisien que le gouvernement est prêt à enrichir la réforme avec l'apport de tous. Que lui répondez-vous et qu'attendez-vous du débat parlementaire? Et puis, pendant ce temps, le Parti socialiste se déchire à la veille de son congrès qui a lieu le week-end prochain à Marseille, accusé de tricherie par son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol, que vous soutenez. Et alors qu'une commission interne tente d'aplanir depuis hier les différends entre les deux camps, Olivier Faure persiste et signe en affirmant aujourd'hui dans le journal du dimanche que le résultat, en l'occurrence sa victoire, est clair et net. Alors justement, pour commencer, Valérie Rabault, que vous inspire cette crise qui secoue votre parti? Elle m'attriste, bien évidemment. Comme Jean-Marc Ayrault, vous attriste. Comme beaucoup de militants qui sont au Parti socialiste avec une grande sincérité, une soif de justice sociale, une soif que des réformes puissent être mises en place, et le fait qu'on puisse être perçu comme crédible au niveau national. Parce que nous sommes au niveau local, puisque la gauche préside plus de la moitié des régions de France, des départements, plus de la moitié des grandes villes de 100 000 habitants. Le Parti socialiste, c'est aussi au niveau du Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, le plus grand groupe parlementaire de gauche. Oui, vous haussez les sourcils, mais quand vous faites une addition entre les sénateurs et députés, c'est la réalité. Donc effectivement, le spectacle que nous donnons aujourd'hui est attristant et je pense qu'il n'est pas digne de la sincérité des militants. Alors, pas digne de la sincérité des militants, spectacle attristant. À l'heure où nous parlons, la commission de recollement du PS chargée de recompter les résultats est toujours au travail. Est-ce que les déclarations d'Olivier Faure dans ce contexte sont acceptables? Non. Non, pourquoi? Non. L'interview chez vos confrères du JDD n'est pas acceptable. À partir du moment où il y a une commission, ce qu'on appelle une commission de recollement, c'est-à-dire qu'ils font un pointage fédération par fédération des résultats. Et ça prend du temps, a priori. Manifestement, ça prend du temps. Il faut qu'elle puisse aller jusqu'à son terme et qu'elle ne soit pas polluée par des déclarations en disant c'est moi qui ai gagné le congrès. C'est ahurissant. Je suis tombée de ma chaise. Vous êtes abasourdi? Je suis abasourdi, vous le dites comme vous voulez, mais non, mais c'est pas digne d'un premier secrétaire sortant. Je ne sais pas s'il sera le premier secrétaire après cette commission de recollement, mais c'est de toute façon pas digne d'un premier secrétaire sortant. Pas digne d'un premier secrétaire sortant. Est-ce que vous dites donc vous dites pas comme Olivier Faure que le résultat est clair et net et que le temps des votes est terminé? Le temps des votes est terminé et le résultat sera clair et net une fois que la commission de recollement aura rendu ses conclusions. Et vous qui avez soutenu Nicolas Mayer-Rossignol, est-ce que vous dites que c'est lui qui a gagné? Mais moi, j'en sais rien. Si j'avais eu tous les tableaux des résultats fédération par fédération... D'ailleurs, ils existent ces tableaux? Mais je suppose qu'ils existent. En tout cas, je peux vous dire que dans ma fédération, les résultats sont clairs, même s'il n'y a qu'une voix d'écart entre les deux. Mais je ne peux pas vous répondre sur des résultats que je n'ai pas. Donc, j'attends que c'est le travail de cette commission. Qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle ne soit pas polluée par des interviews à droite, à gauche qui font des déclarations qui n'ont pas lieu d'être. Pour l'instant, les déclarations, c'est celle d'Olivier Faure, premier secrétaire sortant. Et pour premier secrétaire sortant, accusé de tricherie, j'allais dire, vous répond, puisque donc vous soutenez Nicolas Mayer-Rossignol, que certains, je cite Olivier Faure, en l'occurrence ses opposants dont vous faites partie, fabriquent du doute et créent la suspicion pour entacher le résultat. Non, mais il n'y a pas... Ce sont ses propos, Mais non, mais il dit ce qu'il veut, mais c'est pas vrai. Des résultats sont consolidés, vous faites des fichiers Excel, vous faites des additions, vous voyez s'ils n'y a pas eu, ils n'ont pas été entachés de sincérité. C'est le travail de la commission de recollement. Donc on va attendre qu'elle rende sa conclusion et puis après chacun fera les commentaires qu'il souhaite. Et est-ce que selon vous, vous avez eu les résultats, vous avez vu ce qui s'est passé dans les fédérations, dans certaines sections du Parti socialiste? Est-ce que ces tricheries dont on parle sont avérées? Je n'en sais rien. Je vais vous le dire 50 fois au micro, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que d'après ce qui pourrait être le résultat, de toute façon, le Parti socialiste, à ce stade, apparaît comme coupé en deux, puisque quel que soit le gagnant de ce congrès, on voit bien que c'est très proche de moitié-moitié. Et donc, le principal travail, c'est de faire en sorte que nous restions unis, parce que sur les idées, pour aller combattre la réforme des retraites, nous sommes d'accord. Pour aller soutenir l'école et l'hôpital, nous sommes d'accord. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, et je dirais même la plupart sur lesquels nous sommes d'accord. Il peut y avoir des divergences de stratégie, de fonctionnement du Parti socialiste. On parlera de la Mais ça, c'est vrai qu'elles existent.
Par contre, là où nous sommes tous d'accord, c'est sur l'union de la gauche. Donc, les divergences, elles sont assez minimes, elles existent sur la stratégie, et donc, évidemment, le travail du prochain premier secrétaire, ce sera de faire en sorte que cette unité persiste. Ce qui se passe depuis l'élection de jeudi dernier, et peut-être ce qui s'est passé avant d'ailleurs, qu'est-ce que cela dit des pratiques et aussi de la stratégie de l'IFOR ? Alors, sur la stratégie, à mon avis, ça dit deux choses. Ça dit qu'un premier secrétaire doit d'abord s'adresser aux militants du Parti socialiste. C'est très bien d'aller débattre avec les autres partis de gauche. Quand vous dites pas LFI, quoi. D'abord aux militants socialistes. Non, mais je dis d'abord aux militants socialistes. Il doit mettre en avant ce que fait le Parti socialiste. Vous voyez, la maire de Rennes, qui justement soutient Olivier Faure, a ouvert une ligne de métro. Depuis combien de temps on n'a pas ouvert une ligne de métro dans notre pays ? Ça montre que les élus socialistes sur le terrain sont extrêmement précurseurs, mènent des expérimentations. Je pense au maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui a lancé les transports, la gratuité des transports. Je pense aussi à Carole Delga, qui met cette année 14 millions de tickets à 1 euro pour le TER dans ma région. Donc ça, ce sont des vraies expérimentations sur le terrain en disant la transition écologique, c'est une nécessité, mais elle n'est jamais déconnectée du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc ça, c'est ce que doit mettre en avant un premier secrétaire du Parti socialiste. C'est son premier job. Et évidemment, il a la responsabilité de discuter avec l'ensemble des partenaires de gauche pour que cette union de la gauche, elle se fasse. Et alors, ça dit quoi de ces pratiques ? Mais je pense que sur le premier point... Ouais. Non, mais suspicion, vous pouvez m'en faire parler à l'infini. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans ma fédération, le procès-verbal du vote a été signé par les deux partis, donc il n'y a pas eu de sujet. Vous ne pouvez pas me demander ce qui se passe ailleurs, puisque je n'en sais rien. Mais certains de vos camarades vous ont raconté ce qui s'est passé ailleurs. Mais vous leur posez la question. Ouais, mais c'est vous qui êtes invité. Mais oui, mais moi, je n'en sais rien. Ouais. Et comment vous expliquez, et je vous pose encore des questions sur l'IFOR, vous répondrez ce que vous voulez, comment vous expliquez, quelque part, cette fuite en avant du premier secrétaire Faure ? Quelle fuite en avant ? Le fait qu'ils redisent qu'il a gagné, que c'est celui qui a remporté la victoire. J'en sais rien. Moi, ça me stupéfait, j'en sais rien. Ouais, mais ça peut être dû à quoi ? Il se mélenchonise ? C'est l'influence de Jean-Luc Mélenchon et de ses pratiques ? Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ait quoi que ce soit à faire là-dedans. Je n'en sais rien. Et alors, c'est votre candidat, Nicolas Maillard-Rossignol, qui considère qu'il y a eu des tricheries dans le cadre de ces élections. Est-ce qu'il faut considérer, dans ce contexte, que votre parti est au bord de la rupture ? Non, mais il y a... Quel que soit le résultat final, on voit bien que de toute façon, il sera très serré. Oui, c'est 50, quelque chose. Non, mais voilà, donc il est très serré. Donc ça signifie qu'il y a un effort absolu de réconciliation pour que cette unité du Parti socialiste, dont nous sommes les dépositaires, nous avons une responsabilité dans l'histoire du Parti socialiste. Vous savez, à l'Assemblée nationale, le groupe socialiste, c'est le groupe le plus ancien, qui va avoir 130 ans cette année. Donc, nous sommes responsables. Nous avons un héritage qui a permis les grandes réformes, les grandes avancées dans notre pays, que ce soit les retraites, que ce soit avec Michel Rocard sur le revenu minimum d'insertion. Toutes les grandes avancées sociales, elles ont été portées par la gauche et le Parti socialiste. Alors, quand on a un tel héritage, moi je m'en sens responsable et c'est pour ça que j'œuvrerai. Je pense que nous serons plusieurs à faire en sorte qu'on puisse préserver cette unité du Parti socialiste. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et vraiment, j'invite le premier secrétaire à se taire jusqu'à ce que la commission de recollement ait rendu ses résultats. Et d'ailleurs, la commission de recollement, vous pensez qu'elle rendra ses résultats quand ? J'en sais rien. Ça peut prendre des jours ou... Non, mais... À la fin de la journée, ça sera Ça peut prendre plusieurs heures, c'est sûr. Plusieurs heures. Ça vous rappelle pas, d'ailleurs, ce qui se passe chez vous, cette guerre entre Fillon et Copé à l'UMP en 2012 ? Mais ça pose la question de ces partis traditionnels que sont LR et le Parti socialiste, de dire est-ce que dans le fond, on s'est suffisamment adapté à la société ou cette capacité à avoir un autre mode de fonctionnement. Moi, j'ai un peu tendance à penser... Autre mode de fonctionnement. Non, mais j'ai un peu tendance à penser que les partis socialistes, les partis traditionnels, et pas que le Parti socialiste, peinent aujourd'hui à être les réceptacles de la société. Alors, les partis politiques sont indispensables parce qu'ils assurent le choix des candidats, les sélections de candidats, ils assurent le financement des campagnes électorales. Donc, tout ça, c'est évidemment une importance non négligeable pour faire vivre la démocratie. Mais c'est vrai que la capacité à
porter des véritables idées, elle se fait peut-être plus ailleurs. Et ailleurs, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux? Non, mais pas les réseaux sociaux, c'est pas eux qui... Dans la rue? Non, c'est avoir de l'interaction avec la jeunesse sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il y a de plus en plus un élan pour se mobiliser sur un combat donné, plutôt que sur la durée, sur un panel ou un périmètre de combat beaucoup plus large. Vous dites il faut falloir qu'on se mette d'accord, qu'on arrive à une entente donc entre l'équipe d'Olivier Faure et celle de Nicolas Maillard-Rossignol, en tout cas des deux camps. Qu'est-ce qu'il y a comme geste à faire pour que les plaies se referment? Le premier geste, c'est d'avoir une commission de recollement des résultats qui affiche un résultat qui soit signé par les deux parties. Ça, c'est la première étape. Bon. J'espère que cette commission de recollement y parviendra. Le deuxième, c'est de véritablement poser la question de la stratégie d'union du Parti socialiste qui doit être débattue avec les militants, qui doit être portée. Et ça, je pense que ce débat-là, il doit vraiment se faire dans les fédérations. C'est une des conditions. Ça ne sera peut-être pas la condition totalement... unique, mais c'est une des conditions. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'avenir du parti. Quand un parti affronte une crise comme vous l'affrontez aujourd'hui, avec ses soupçons de tricherie, est-ce que ça ne l'empêche pas d'apparaître à l'avenir comme un parti crédible, un parti de gouvernement? D'abord, nous sommes un parti où tous les 2 ans, les militants votent. J'observe que ce n'est pas le cas de toutes les formations politiques. Et notamment à gauche. Notamment à gauche. Et quand vous avez, comme nous le faisons, une démocratie qui, au moins tous les 2 ans, fonctionne, c'est quand même... Moi, je pense que c'est respectable et ça doit être respecté. Ce que donneront ces soupçons qui peuvent exister, alors ça n'existe pas dans toutes les fédérations, il ne faut quand même pas exagérer, ça peut exister par endroits, eh bien, c'est bien il y en a quelques-unes dans le Nord et en Île-de-France. Bon, écoutez, moi, j'en sais rien, vous savez plus que moi. Ouais. C'est ce qu'on a entendu dire. D'accord, mais donc si vous en avez dans 2 départements, quand vous avez plus de 100 fédérations, vous voyez bien que dans la grande majorité des cas, ça s'est bien passé. Donc ça veut dire que cette démocratie interne, elle fonctionne. Et alors donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le PS est divisé en 2. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez que, au-delà du résultat, au poste de premier secrétaire, l'opposition à Olivier Faure est majoritaire dans les instances internes du PS? Il y a plusieurs instances internes du PS. Il y a ce qu'on appelle le Conseil national et le Bureau national. Plus toutes les instances de contrôle. Plus toutes les instances de contrôle. Donc il y a des différences entre les différentes instances. Il y a des instances où le Bureau national, je pense que les 2 autres motions qui ne sont pas celles d'Olivier Faure seront majoritaires. Dans le Conseil national, ce sera sans doute inversé. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Vous parlez tout à l'heure de l'Union de la gauche. Qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de la NUPES? La NUPES est-elle toujours le bon choix stratégique pour le PS? Alors, l'Union de la gauche, c'est toujours un bon choix stratégique pour le Parti socialiste. Mais d'accord, mais vous pouvez je peux aussi répondre ce que je souhaite répondre. Donc, l'Union de la gauche, c'est toujours un bon choix stratégique pour le Parti socialiste, d'ailleurs pour l'ensemble des partis de gauche, parce que c'est à chaque fois ce qui a permis à la gauche de gouverner la France. Cette union, évidemment, elle se fait dans une optique pour gagner. Nous n'avons pas gagné les élections législatives, sinon ça se saurait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que les 4 groupes qui constituent cette union de la gauche vivent leur vie, sont autonomes. Chacun a son autonomie. Et on l'a vu sur des textes, il n'y a pas eu de vote uniforme. Je prends par exemple les énergies renouvelables. Nous avons voté le texte, les socialistes. Les Verts se sont abstenus et la France insoumise a voté contre. Donc, est-ce que ça empêche d'avancer? Non. Et on garde, moi ce que je souhaite c'est l'union, mais que chacun puisse garder son identité. Sinon, si on se fond dans une seule identité, il n'y a plus qu'un seul parti à gauche, et je pense que c'est pas bon pour la démocratie française. Mais la NUPES, vous y croyez toujours ou pas? En tout cas, vous y croyez ou pas? Mais telle qu'elle fonctionne à l'Assemblée nationale, elle me convient très bien. Mais avec Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme le chef de la gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas mon chef. Par contre, la manière dont ça se passe à l'Assemblée nationale, moi j'apprécie que nous puissions porter des combats communs sur les retraites avec les 3 autres groupes de gauche. J'apprécie que nous nous mobilisions aussi sur la défense des libertés. Donc évidemment que ces combats-là, je suis très heureuse de les porter avec les 3 autres groupes de gauche. Sur le PS, quand même, une question. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous considérez que le PS est durablement abîmé
du fait de cette crise interne? Non, mais il est durablement abîmé du fait de ces résultats électoraux nationaux qui sont déconnectés des résultats électoraux locaux. C'est bien ça, vous savez, c'est comme au rugby. Il faut transformer l'essai et transformer l'essai de bons résultats locaux pour qu'ils se transforment en bons résultats nationaux. C'est pas l'agrégation de ce qui se fait sur le territoire, c'est autre chose. Et cet effort-là doit vraiment être conduit parce que je le répète, nous sommes le groupe de gauche au Parlement, Sénat et Assemblée nationale le plus important. 8 régions sur 15 sont présidées par la gauche. Un tiers des départements sont présidés par un président socialiste. Sur les villes de plus de 100 000 habitants, vous en avez plus de la moitié dont les maires sont des élus de gauche. Donc ça représente quelque chose. C'est une dynamique sur les territoires. Eh bien, moi, je souhaite qu'on puisse la transformer en dynamique nationale. Et donc, abîmé ou pas? Durablement ou pas? Mais il est abîmé, oui. Durablement, je ne le souhaite pas, parce qu'il y a une vraie force sur les territoires. Quand on constate d'ailleurs que seuls 23 759 militants ont voté jeudi pour désigner votre premier secrétaire, est-ce que ça ne signifie pas que le PS ne compte plus vraiment, qu'il est devenu, je crois que c'est François Hollande qui disait, c'est un parti lilliputien? Alors, c'est vrai que le nombre de militants a baissé. On ne va pas se mentir. Et donc, quand il y a cette interrogation face au nombre de militants qui ont baissé, eh bien, je pense qu'il faut beaucoup plus faire vivre la démocratie interne du Parti socialiste, c'est-à-dire consulter les militants sur les retraites, sur un projet en posant des questions qui soient claires. Donc ça me paraît indispensable. Vous voyez, la gauche, en tout cas, ça est partie du groupe socialiste à l'Assemblée nationale sur le référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. Ce combat, nous l'avons mené avec de très nombreux parlementaires, y compris 60 parlementaires LR, pour faire en sorte que ces aéroports de Paris ne soient pas privatisés. Aujourd'hui, nous avons remporté une victoire. Grâce aussi à 1,2 million de votants pour ce référendum d'initiative partagée, qui a été une première constitutionnelle qui n'avait jamais existé dans notre pays. Cette dynamique-là, nous sommes capables de la porter, et moi je souhaite qu'on puisse véritablement l'amplifier pour qu'il y ait une résonance, une adéquation avec aussi les aspirations de l'ensemble de nos concitoyens. Et on va parler justement de la réforme des retraites. Avant, 2 dernières questions sur le PS et sur Olivier Faure. Est-ce que vous considérez, parce que c'est une question qui se pose, qu'il est un premier secrétaire légitime? Est-ce qu'il peut, dans ces conditions, continuer à diriger le PS ou il faut trouver une autre solution? On verra le résultat de ce que ça dépendra la conclusion de la... Mais oui, vous me demandez de commenter un résultat final que je n'ai pas. Donc on va attendre les résultats de la commission. Au passage, Faure, il réaffirme dans le JDD sa volonté de se mettre d'accord, notamment et surtout peut-être avec LFI, sur la présentation d'un candidat unique de la gauche à la présidentielle de 2027. Est-ce que c'est aussi votre volonté? Il soumettra cette question aux militants si... après la conclusion de la commission de recollement, il est premier secrétaire du Parti socialiste. Et un candidat unique, une liste commune aux élections européennes de 2024, vous y êtes favorable ou pas? Non. Non? Pourquoi? Parce que moi, je privilégie, là pour le coup, c'est une élection très spécifique, l'élection européenne. Je pense que les partenaires que nous avons au sein du Parlement européen, aujourd'hui, nous fêtons les 60 ans du traité de l'Élysée, et nos partenaires sont le partenaire privilégié côté allemand est le SPD. Le parti d'Olaf Scholz. Ouais, d'Olaf Scholz. Le côté espagnol, le PSOE, le parti de Pedro Sanchez. Donc c'est ce qui existe depuis quasiment que l'Union européenne a été créée. Et je souhaite que nous puissions poursuivre. On va en parler de ce traité, de ces 60 ans du traité franco-allemand, du traité d'amitié franco-allemand. D'abord, une guerre fratricide au PS sur fond de contestation de la réforme des retraites du gouvernement. Êtes-vous, première question, pour la retraite à 60 ans, prônée par Olivier Faure, qui s'aligne ainsi sur la position de LFI? Nous sommes le Parti socialiste. Le Parti socialiste est le seul qui a permis, en mai 2012, que 60 000, chaque année, 60 000 personnes partent à 60 ans à taux plein pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Ça, c'est une décision qui avait été prise dès l'arrivée de François Hollande à l'Élysée en mai 2012. Sur les 60 ans pour tout le monde, parce que c'est ce que je comprends qui est porté. Nous disons, la priorité, c'est la durée de cotisation. Donc si vous avez commencé à travailler très tôt, il faut que ce soit prioritaire. Enfin, sur les 60 ans, moi j'observe que les syndicats ne le demandent pas aujourd'hui, à part un seul,
Donc nous Un CGT. Oui, à part un seul. Donc la situation, elle est sur les carrières longues. Et je répète, les seuls qui ont permis que 60 000 personnes partent chaque année à la retraite, à taux plein, j'insiste bien là-dessus, à 60 ans, c'est Hollande qui avait mis en place cette mesure en mai 2012. On va parler des carrières longues et de ce que vous préconisez pour pouvoir régler ce problème. Gabriel Attal, aujourd'hui, dans le Parisien, il assure que le gouvernement est prêt à enrichir la réforme avec l'apport de tous. Quels sont les points forts et les points faibles de la réforme Borne et qu'est-ce que vous proposez pour enrichir cette réforme, justement? Mais cette réforme est inutile et injuste. D'abord, elle n'est pas nécessaire. Est-ce que les équilibres financiers des régimes de retraite sont en train de partir complètement dans le décor? La réponse est non, et c'est pas moi qui le dis. C'est le président du Conseil d'orientation des retraites qui l'a dit cette semaine à l'Assemblée nationale. Donc ça, déjà, le gouvernement devrait un peu en tenir compte. Bon. Deuxième point, nous sommes contre le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Pourquoi ? Parce que ça pénalise celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, celles et ceux qui gagnent le moins, parce qu'ils ont eu ceux qui ont fait qui ont en tout cas les salaires les moins élevés, et qui ont aussi l'espérance de vie, là, moins élevée. Donc ça fait trois raisons qui justifient de supprimer cette histoire de report de l'âge légal à 64 ans. Donc je ne sais pas si le ministre Attal veut aller dans cette voie. S'il va dans cette voie, peut-être qu'il pourra trouver un accord. S'il ne va pas dans cette voie, la réponse est non, et nous continuerons la bataille. Aller dans cette voie, est-ce que ça veut dire rester à 62 ans ou est-ce que ça veut dire qu'on peut transiger à 63 ans? Ça veut dire l'âge légal reste à 62 ans. On ne bouge pas là-dessus. La durée de cotisation est un paramètre important parce que si vous avez commencé à travailler à 25 ans parce que vous avez fait des études, c'est pas la même chose qu'avoir commencé à travailler à 17 ans. Donc ça, mais c'est vraiment le cœur de la difficulté de ce que veut proposer le gouvernement. Et puis le troisième volet, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, ils veulent parler de pénibilité. Qui a supprimé les critères de pénibilité en août 2007 ? Ce gouvernement, donc en tout cas ses prédécesseurs, cette majorité. Il faut revenir sur les critères qui ont été les critères supprimés. de pénibilité, il y avait travail, quand vous travaillez dans un abattoir ou à la découpe, tout ça a été supprimé. Travail de port de charges lourdes, tout ça a été supprimé. Donc oui, là-dessus, le gouvernement doit sérieusement revoir sa copie. Pour enrichir cette réforme, comme dit enrichir, c'est pas enrichir, c'est refaire la réforme. C'est détricoter ce qu'ils veulent mettre dans cette réforme, qui encore une fois n'est pas nécessaire et injuste. Qu'est-ce que vous attendez du débat parlementaire qui va commencer dans 10 jours ? Que la réforme ne soit pas votée. Mais l'annulation de toute la réforme, on peut garder les choses. Non, mais le fait qu'on passe à 1 200 € net, alors là aussi, il y a tout un débat, parce que le gouvernement triche un peu sur les mots, sur l'histoire de 1 200 € net. Oui, est-ce que c'est 1 150 € net ou est-ce que c'est 1 200 € net ? Non, mais ça, nous sommes d'accord, on ne va pas se mentir. Ouais. Est-ce que sur la question de la pénibilité, on arrive à trouver un accord ? Mais on y travaillera bien sûr. Mais les 64 ans, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Donc, c'est pas la peine qu'on dise enrichir, qu'on trouve des mots un peu, élégants pour essayer d'habiller le débat. La réponse sur les 64 ans, c'est non. Et j'espère qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour voter contre ces 64 ans. Alors, à LFI, on nous annonce 1000 amendements par député, donc à peu près 75 000 amendements. Ça serait quelque part un peu d'obstruction. Est-ce que cette stratégie est la bonne ? Alors, je pense que la stratégie, s'il y a de l'obstruction, on court le risque que le gouvernement dégaine un 49-3, puisque le gouvernement, c'est la première fois aussi, dans l'histoire de la Ve République, qu'une réforme des retraites passe par un texte financier qui permet au gouvernement d'utiliser, comme il l'entend, le 49.3. Moi, je pense qu'il faut que ce débat puisse se faire avec un vote et que nous soyons très nombreux à voter contre cette réforme. Et donc, par rapport aux amendements annoncés par il faut qu'on puisse le tenir dans le temps imparti. Donc ça veut dire réduire le nombre d'amendements pour qu'il n'y ait pas d'obstruction et pour que le débat puisse avoir lieu. Chaque groupe est libre de mener sa stratégie. Vous me demandez ce que je pense, moi, d'une stratégie qui permet d'avoir le meilleur résultat. Et pour moi, le meilleur résultat, c'est que les 64 ans, il y a un vote contre qui puisse être affirmé. Si on passe par 49.3, ça paraît difficile. Dans ce contexte, le rôle de Laurent Berger, c'est quoi ? C'est lui et avec en tout cas la CFDT, elle a permis qu'il y ait l'union des syndicats, comme nous l'avons vu jeudi, où nous étions très nombreux à manifester. Je pense que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu... je pense qu'il y avait plus de monde dans la rue que pour la réforme de 2010. C'est effectivement, il a eu un rôle clé parce qu'il a eu le courage de dire non
aux 64 ans, qui est une injustice par rapport à la vie, par rapport à ce que représente le fait que quand vous avez un travail qui abîme votre vie, vous puissiez au moins un peu profiter de votre retraite. Et ça, il a eu totalement raison là-dessus, totalement. Il a eu raison, mais est-ce que les liens éventuellement de confiance avec le pouvoir sont définitivement rompus? Il faut leur poser la question, moi j'en sais rien. Et comment vous sentez les choses? En tout cas, je constate qu'il a que Laurent Berger a une position très claire sur les retraites, sur ce report à 64 ans de l'âge légal, et qu'il a raison de l'avoir affirmé ainsi. Donc vous avez parlé de la pénibilité, vous avez parlé des 43 ans, vous avez parlé du travail des seniors aussi. Comment est-ce que l'index des seniors annoncé par le gouvernement doit être accompagné de sanctions contre les entreprises qui ne joueraient pas le jeu? Alors là aussi, effectivement, la France est un peu on voit que même sur les 55-60 ans, ils sont moins au travail que dans d'autres pays européens. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un problème, une difficulté dans la société française. Moi, je pense qu'il faut avoir aussi pouvoir adapter le travail et le faire évoluer. C'est-à-dire que quand vous vous levez tous les matins, que par exemple vous allez faire le ménage dans les collèges tôt le matin, je pense qu'il faut que sur les dernières années de votre carrière, on puisse vous proposer un autre poste qui soit à l'accueil d'un collège. Il faut être capable de s'adapter. Et ça, ça va demander un petit effort à l'ensemble, à la fois des collectivités locales puis des entreprises. Et le cumul emploi-retraite, vous y êtes favorable ou pas? Je pense qu'il à son extension. Oui, non, mais il faut qu'on puisse avoir sur les dernières années de carrière plus d'adaptabilité. D'adaptabilité, de flexibilité? Je ne sais pas si de la flexibilité, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais il y en a qui veulent se dire je travaille 3 jours et je suis à la retraite 2 jours. Mais il faut que ça se fasse en bonne entente et puis que ce ne soit pas forcé, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une véritable volonté du salarié. Alors les syndicats ont fortement mobilisé, comme vous le disiez à l'instant, jeudi contre la réforme des retraites. Une très belle mobilisation. Au moins 1 120 000 manifestants, la CGT dit 2 millions et la CFDT 1,7 million, alors que la manifestation de LFI et des organisations de jeunesse hier a été un flop avec 14 000 personnes comptabilisées dans les rues de Paris. Comment vous l'expliquez? C'est sûr que 2 manifestations à 2 jours d'écart, c'est quand même plus difficile de remobiliser 2 jours après une très très belle manifestation, et jeudi c'était vraiment une belle mobilisation. Mais initialement c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait annoncé le premier qu'il allait se mobiliser contre la réforme des retraites. Est-ce que c'était son rôle d'ailleurs? Tous les partis politiques peuvent organiser. Mais d'organiser le manif avant que les syndicats n'aient annoncé ce qu'ils allaient faire. Moi, je pense qu'il faut respecter les syndicats, et je pense que l'union des syndicats contre cette réforme des retraites était très importante et très mobilisatrice jeudi dernier. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon et les filles ont tort de vouloir noyauter le mouvement anti-réforme des retraites? Non, mais chacun a son rôle à jouer. Oui. Chacun a son rôle à jouer. Et nous, notre responsabilité, c'est de mener la bataille. Socialistes, nous, parlementaires, la bataille, et nous, parlementaires de gauche, de mener la bataille à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que cette réforme ne soit pas votée. Mélenchon qui a lancé hier un sort à Emmanuel Macron en marge de la manifestation de Paris. Soyez maudit, a-t-il lancé au chef de l'État. Que pensez-vous de cette expression du chef des Insoumis? Est-ce qu'un responsable politique qui a été candidat à la présidentielle et qui aspire peut-être à l'être dans 4 ans, 4 ans et demi, peut s'adresser ainsi au président? Qu'est-ce que ça dit de l'homme Mélenchon? Écoutez, moi, je n'utiliserai pas ces mots. Voilà. Je ne vais pas commenter toujours sur les autres. Je vous dis que non, mais c'est un fait politique. Mais est-ce politique, non. Je pense que voilà, c'est pas une expression très heureuse. Vous diriez qu'il a vrillé, Mélenchon? Je pense que c'est pas une expression très heureuse. Ouais. Et qu'il entraîne quelque part, parfois, le PS dans ses dérives, Mélenchon? Non. PS a sa propre expression. Ouais. Alors, il y a eu le Covid. La crise du Covid, il y a eu les grèves dans les raffineries et les transports, et aussi l'inflation qui diminue le pouvoir d'achat des Français. La réforme des retraites peut-elle être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres? Bah oui, parce que le gouvernement, plutôt que de s'embarquer dans une réforme des retraites injuste et inutile, je pèse vraiment mes mots, injuste et inutile, ferait mieux de s'occuper de l'inflation, ferait mieux aussi de prendre très au sérieux l'alerte de l'INSEE qui a été lancée le 15 décembre dernier, qui est totalement passée sous les radars, qui annonce potentiellement une entrée en récession de la France. Donc ça, ce sont des alertes très importantes que le gouvernement ferait mieux de prendre au sérieux. Vous voyez, par exemple, la question des boulangers. Le gouvernement, je l'ai alerté dès fin septembre. Et il y a eu du retard à l'allumage, vous dites? Plus que du retard, parce que pour l'instant, il n'y a pas. Il y a eu des efforts qui ont été faits début janvier, mais enfin, c'est pas encore totalement suffisant. Et alors, quand je vous dis
Est-ce que c'est l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres? Est-ce que vous sentez, ça veut dire, est-ce que vous sentez la mobilisation dans le pays? Est-ce qu'il y a une inspiration des Français à faire la grève, à paralyser le pays comme ça s'était produit en 95? Est-ce que vous le sentez, ça? Il y a une difficulté pour les Français. Enfin, l'inflation pèse beaucoup. Là, un certain nombre de locataires, par exemple dans les HLM, ont reçu les charges à payer qui grimpent de manière phénoménale. Donc la question qui se pose pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que les fins de mois, on n'ait pas une classe moyenne qui soit de plus en plus nombreuse à ne plus pouvoir boucler ses fins. Mais oui, qui se paupérise. C'est vraiment le combat du gouvernement. Mais alors, justement, dans ce contexte d'inflation, de paupérisation de la classe moyenne éventuelle, est-ce que vous sentez une mobilisation venir dans le pays? On sent une mobilisation, on sent une colère dans le pays. Est-ce que tout le monde pourra se mettre en grève parce que effectivement, en termes de pouvoir d'achat, ça peut coûter? Ça sera une question. Donc, comment vous sentez ça? Je sens vraiment une colère qui monte. Mais est-ce qu'on peut vivre en 2023 ce qui s'est passé en 95? Paralysie du pays pendant 1 mois et demi? J'en sais rien. J'en sais rien parce que la question du pouvoir d'achat et du bouclage des fins de mois est extrêmement prégnante pour beaucoup de concitoyens. Donc ça veut dire que dans ce contexte, vous voyez mal les gens aller faire grève, manifester régulièrement? Non, mais manifester, vous pouvez manifester... le week-end, pas en semaine, sinon on ne travaille pas. Voilà, je pense qu'il y a vraiment, et le gouvernement devrait être très attentif à ça, parce que la société française peut vraiment se fracturer. Est-ce que le gouvernement a pris les bonnes décisions pour lutter contre l'inflation et notamment contre l'explosion des prix d'énergie? Alors non. Non? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Depuis mai dernier, nous leur disons il faut que le prix de l'électricité soit découplé du prix du gaz. Et on nous dit que les négociations ont lieu en ce moment. D'accord, elles ont lieu en ce moment. On attend le résultat. D'accord, on attend en ce moment. Enfin, l'Espagne et le Portugal l'ont fait dès le mois de mai 2022. Ça fera bientôt 1 an. Et ça dépend aussi de l'Allemagne. Hein. Mais ça dépend de l'Allemagne. Donc, la seule chose que je dis au ministre de l'économie et au président de la République et à la première ministre, c'est négocier avec l'Allemagne. Négocier avec l'Allemagne. Donc, ce sera peut-être le cadre de... Oui, mais bon, l'Allemagne, elle nous répond aussi. Les Français, vous êtes bien gentils. Vous n'avez pas fait les investissements dans votre production d'électricité. Vous êtes obligés de nous acheter l'électricité, ce qui est le cas. Donc, parfois, il faut balayer devant sa porte. Et le gouvernement devrait soutenir EDF, en tout cas, ça fait quand même 5 ans qu'ils sont en responsabilité. Donc, on ne peut pas dire que ça reporte sur la responsabilité sur les autres. Non, pendant 5 ans, il ne s'est rien passé sur le soutien à EDF. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Donc, je pense que les mesures sur l'inflation sont insuffisantes. Je peux en parler du cas des boulangers, mais il y a d'autres professions. L'industrie... C'est ce que dit Michel Leclerc aujourd'hui dans oui, sur la question de l'énergie, on va avoir une année 2023 extrêmement difficile. Sur l'industrie, c'est 90 milliards de marge d'excédent brut, c'est-à-dire ce qui dégage comme excédent. La facture énergétique, elle risque d'augmenter entre 50 et 60 milliards. Vous voyez tout ce que ça pompe, ça va mettre des entreprises sur le carreau, cette affaire. Et il y a cette peur du déclassement dont on parle souvent chez les Français. Vous le ressentez, ça aussi? Mais oui. Sur le terrain. Mais imaginez-vous, vous travaillez et vous ne pouvez pas boucler vos fins de mois. Mais ça, c'est une angoisse qui est terrible, qui est quotidienne, et puis qui vous renvoie aussi à une image de se dire « je travaille, je n'arrive pas à boucler ma fin de mois ». Ça dévalorise le travail. Donc là-dessus, cette question de l'énergie et de l'inflation qui découle en grande partie de la hausse du prix de l'énergie, ça doit être le seul sujet de préoccupation du gouvernement. Sinon, il peut y avoir des conséquences politiques? Si vous avez beaucoup d'entreprises qui font faillite, oui, il y aura des conséquences politiques. Si vous avez des ménages qui sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir payer leurs factures, oui, vous aurez des conséquences politiques. Quand je parle de conséquences politiques, est-ce que c'est tout bénéfice pour Marine Le Pen? J'ai bien compris votre question dans ce sens-là. Et alors, oui? Il est évident que ça peut avoir une influence non négligeable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle peut apparaître comme l'alternative en 2027? Mais non, la question c'est qu'elle peut être le réceptacle de colères qui sont justes. Ces colères, elles ont... Moi, je les comprends, mais à 100%. Quand vous travaillez, je vais prendre l'exemple d'un boulanger. Vous levez à 3h du matin. Vous fabriquez vous-même votre pain. Vous avez un salarié qui reste jusqu'à 19h et que vous ne pouvez pas assurer votre production parce que l'énergie vous met dans le rouge de manière phénoménale. Mais ça, c'est une injustice qui est inacceptable. Mais inacceptable.
Et donc, oui, ça peut susciter des colères qui sont justes. La question c'est quel est le réceptacle après de ces colères? Donc, pour vous, c'est... Non, mais c'est pas pour moi, moi, je me bats pour non, mais vous sentez les choses. Vous êtes sur le terrain. Moi, je me bats pour que ce réceptacle des colères, il puisse ne pas aller sur l'extrême droite, puisque c'est la question que vous me posez. Que nous soyons crédibles à proposer des solutions. Vous voyez, je vais reprendre les exemples du début de cette émission. Quand je dis qu'il y a les transports gratuits à Montpellier, quand je dis qu'il y a 14 millions de billets à 1 euro sur le TER en Occitanie, ça favorise le pouvoir d'achat, ce qui fait que vous donnez une vraie réponse à nos concitoyens. C'est pas la transition écologique, dans ce cas-là, n'est pas juste des mots. C'est une réalité et qui ne percole pas le pouvoir d'achat. Donc oui, nous nous battons pour faire en sorte que nous puissions apporter des réponses crédibles à ces colères qui sont justes. Alors l'actualité de ce dimanche, c'est quoi? C'est la commémoration des 60 ans, vous en avez parlé tout à l'heure, du traité d'Élysée, donc de l'amitié franco-allemande, avec une rencontre ce matin de 200 députés français et allemands et un conseil des ministres franco-allemand en ce moment même à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Croyez-vous à ce nouveau pacte franco-allemand dont parlent le président français et le chancelier allemand, la signature d'un nouveau pacte annoncé par les deux dirigeants français et allemands est-elle quelque chose qui peut déboucher sur quelque chose de concret? Alors, la France et l'Allemagne sont les deux premières économies en Europe. Elles ont donc une responsabilité cruciale pour l'ensemble des pays européens. Quand le binôme franco-allemand ne fonctionne pas bien, ce qui est un peu le cas quand même, ça a des répercussions pour toute l'Europe. Donc, il y a une responsabilité, et c'était bien le sens du traité de l'Élysée, qui a été signé en 1963. C'était de dire, notre amitié, nous l'affichons, et il faut qu'elle soit constructive. Donc, De Gaulle à Adenauer en 63. Voilà, exactement. Il faut qu'elle soit constructive. Donc, ce que je souhaite de cette journée du 22 janvier 2023, c'est que sur les questions, nous ayons des projets concrets. La question de l'énergie, j'en ai parlé tout à l'heure. Le rail européen, ou un Airbus du rail, qu'il puisse être lancé, que nous ayons véritablement une démarche très forte là-dessus. Et puis, le troisième volet qui me paraît très important, c'est, dans le fond, l'Europe a été contrainte avec la guerre en Ukraine, d'entrer dans une nouvelle phase de son histoire, il faut qu'elle se considère maintenant comme puissance. Nous sommes face aux États-Unis, qui sont des alliés, des partenaires, face à la Chine, face à la Russie. Si l'Europe n'est pas en capacité d'apparaître comme puissance, je pense qu'elle perdra en crédibilité. Aujourd'hui, sur l'Ukraine, vous prenez sur l'Ukraine. Comme puissance, notamment au niveau de la défense européenne. Oui, sur tous les sujets, économiques, défense, capacité... Santé. Non, mais je vais prendre un autre exemple, on va reprendre l'énergie. Les États-Unis, depuis 2019, sont devenus autonomes, enfin en tout cas au global, pas sur toutes les capacités d'énergie, autonomes. Alors ils l'ont fait à un coût écologique effroyable, puisqu'ils le font avec du gaz de schiste. Du gaz de schiste, oui. L'Europe... Qui va être importé en France. Oui. L'Europe, elle a augmenté sa dépendance au reste du monde à l'énergie. Il y a 20 ans, elle a importé 50% de son énergie. Aujourd'hui, elle importe près de 60% de son énergie. Donc ça veut dire qu'elle se met dans une forme de dépendance vis-à-vis du reste du monde. Eh bien, c'est pour ça que la question de l'énergie, elle est cruciale pour que nous ayons cette capacité à gagner en autonomie ou en indépendance. Et ça doit être porté par la France et l'Allemagne, avec des investissements, avec un programme d'investissement. Je ne sais pas si nous serons capables d'avoir une coordination sur le mix énergétique, c'est-à-dire comment on produit de l'électricité, est-ce que ça va être du nucléaire, de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydraulique. Là-dessus, il y a une divergence entre nos deux pays, c'est très clair. En tout cas, pas du charbon. En tout cas, pas comme du c'est charbon. encore le cas en Allemagne. Mais bien sûr. Mais les Allemands nous reprochent de garder du nucléaire. Donc, vous savez, il faut qu'on puisse dépasser cette question du mix énergétique pour se dire, l'objectif, c'est que l'Europe n'augmente pas sa dépendance au reste du monde. Encore une fois, en 20 ans, elle est passée de 50% de l'énergie achetée à l'extérieur à près de 60%. Et ça nous fragilise. Est-ce que l'axe franco-allemand a encore un sens aujourd'hui, alors que l'Allemagne semble faire le choix des États-Unis, notamment en matière de défense? Alors ça, c'est effectivement une vraie question. Alors, elle ne le fait pas totalement, puisque nous avons quand même un avion de combat qui va être enclenché entre la France et l'Allemagne. Moi, je pense que ce point-là doit être discuté très sérieusement avec nos amis allemands. Et qu'est-ce qu'il faut dire au chancelier allemand et aux parlementaires allemands? Parce que c'est eux qui ont le dernier mot. Alors en Allemagne, ils ont beaucoup plus le dernier mot que nous, ça c'est vrai, en tout cas sur toutes les questions, mais entre autres celle-ci, eh bien, c'est de dire, si l'Europe se fragilise
en interne, dans le fond, nous y perdrons tous. Parce que les blocs de puissance se reconstituent sur la scène internationale et la guerre en Ukraine en est un exemple. Justement. Vous voyez, je vais prendre toujours parce qu'on parle de la guerre en Ukraine. L'Europe, c'est celle qui a mis le plus en argent, quand vous sommez l'aide humanitaire, l'aide financière, l'aide militaire, elle met plus que les États-Unis. Pour autant, le président Zelensky, où va-t-il aux États-Unis devant le Congrès? Il remercie Biden. Et il fait des reproches à la France, éventuellement à l'Allemagne. Non mais, donc l'Europe, elle fait plus que les États-Unis et elle n'apparaît pas comme puissance. Et ça, je pense que c'est un vrai, dans la configuration actuelle du monde, c'est une vraie faiblesse. La Russie ne doit pas remporter sa guerre d'agression illégale contre l'Ukraine, proclament Macron et Scholz aujourd'hui dans le JDD et dans la presse allemande. Qu'est-ce que cela doit impliquer en matière diplomatique et en matière surtout de livraison d'armes à l'Ukraine? Je pense qu'il faut que... Des chars lourds ou pas? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce qu'il faut livrer des chars lourds à Zelensky et à l'Ukraine? Il faut à minima faire ce que font les États-Unis. Qui ont décidé, notamment sur la dernière rencontre, d'augmenter, en tout cas, alors pas tout leur matériel militaire, bien mais entendu. Justement, ils ont exclu pour l'instant les chars lourds. Ils ont exclu les chars lourds, mais enfin, ils ont augmenté aussi sur les missiles, je ne sais plus leur terme exact, en tout cas, ils ont augmenté leur livraison d'armes. Moi, je pense que... là-dessus, l'Europe, alors je vois bien qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette question-là. Nous avons livré des Césars, des canons César, qui ont été appréciés par les Ukrainiens. Il faut soutenir l'Ukraine sur cette question-là. Sinon, effectivement, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ces livraisons, je ne suis pas sûre que le cours des choses serait celui-ci. Il faut que l'Ukraine gagne cette guerre? Il va falloir... l'Ukraine... en tout cas, a montré un courage, mais c'est inouï. Hein. Je suis vraiment admirative de l'ensemble du peuple ukrainien qui résiste avec énormément de courage. Bon. Je sais, gagner, vous avez la question de la Crimée, vous avez différentes lignes de partage. Ce qui est sûr, ça se termine par des négociations, de toute façon. Tout se termine. Voilà. Ça se terminera par une négociation politique, évidemment. Mais qui sera décidée par les Ukrainiens. C'est pas au reste de l'Europe de décider quand la négociation doit débuter. Dernière question, vous parlez du courage des Ukrainiens. Est-ce qu'on peut pas parler aussi de courage des Iraniens et des Iraniennes? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Les Iraniennes, là on parlait de l'Ukraine, mais l'Iran, nous soutenons... Et moi, je souhaite que la France aille plus loin sur la défense des Iraniennes et des Iraniens. De quelle manière? Aujourd'hui, on fait des sanctions en Iran quand il y a des questions nucléaires, quand il y a des questions des droits de l'homme. Il faut aussi que l'ONU et l'ensemble des démocraties se mobilisent. De quelle manière? Réfléchir. Il y a des sanctions. Non, mais on ne peut pas faire d'insanctions d'un côté sur le nucléaire et laisser les droits humains de l'homme et des femmes bafoués comme c'est le cas aujourd'hui. Et des femmes, des hommes assassinés, oui. Des centaines de morts depuis le début de cette crise. Et du soulèvement des femmes. Oui. Donc, il faut agir plus fermement contre l'Iran. Exactement. Merci en tout cas Valérie Rabault d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.